Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. On va se parler aujourd'hui de technologie immersive avec un constructeur qui pèse dans le game. Je sais que vous ne l'avez pas oublié, pour autant c'est peut-être pas l'acteur le plus identifié lorsqu'on se parle de technologie immersive dans le monde du grand public. Je veux parler de HTC, et moi des HTC c'est un peu les casques, les solutions qui m'ont fait découvrir l'AVR à l'époque. Pour s'en parler, j'ai avec moi Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour David. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, merci beaucoup. Moi, ça va très très bien. Un plaisir d'échanger avec toi. Tu es directeur associé, vice-président associé, pardon. Explique-moi un peu quelle est aujourd'hui. Solutions entreprise chez HTC Vive. Ok. Voilà, donc moi, ça fait un peu plus de 13 ans que je suis chez HTC. J'ai été pendant très longtemps en charge du marché australien et Nouvelle-Zélande. Oui. Et je suis de retour en France pour m'occuper voilà, de la partie plus spécialement B2B, oui, sur le marché Europe, Moyen-Orient, Afrique. Voilà, sur HTC, donc on parle essentiellement de réalité virtuelle, oui, mais on verra au cours de la conversation qu'on a aussi beaucoup d'autres choses chez HTC, une solution bout en bout, oui, pour tous ces usages immersifs. Alors Thomas, on va aborder tout l'aspect grand public professionnel, mais avant ça, je veux bien que tu nous rappelles qui est HTC justement. Eh bien, HTC, c'est une société taïwanaise qui existe depuis 1997, donc ça fait très longtemps qu'on est là. Les gens nous ont découvert vers la fin des années 2010 grâce à nos smartphones. Nos premiers smartphones avec un partenariat avec Google pour le premier smartphone Android, des partenariats avec Microsoft pour les fameux Windows Phone. Et puis voilà, on a eu l'apogée 2012-2013 avec voilà, des téléphones qui ont fait un carton absolu. Il y a une grosse nostalgie d'ailleurs sur les gens comme toi et moi de notre génération qui pensons encore à comment c'était avant. Alors c'était pas forcément mieux, mais voilà ce qu'avait fait HTC à l'époque. Sur la partie Android, on avait un partenariat avec Beats pour quand on s'est dit tiens, l'audio c'est une expérience aussi intéressante et importante dans le monde du smartphone. Donc voilà, on a été très bon pendant très longtemps. Et puis en voilà, 2014-2015, la pression commence à se faire sentir. Apple, Samsung qui décident de passer la seconde. Et puis bah, tu te retrouves un peu avec tous les constructeurs historiques sous pression. Nous, notre réponse à ça, ça a été de se réinventer, de se dire quelle va être l'application killer sur laquelle il faut qu'on parte aujourd'hui pour être encore pertinent dans 10, 15, 20 ans et où va ce marché. Voilà. Et on s'est dit, bah, la réponse, elle est simple, c'est l'immersif, parce que c'est l'immersif qui va être un catalyste des usages des réseaux 5G, 6G, à l'horizon 2025-2030. Et bah, on est là aujourd'hui en 2024 et on se rend compte, on rentre de Barcelone, là on était à Mobile World Congress, et aujourd'hui les démos, c'est essentiellement du streaming, de contenu PCVR, donc de qualité très fine au niveau de l'immersion, streamé depuis un réseau, sur un réseau 5G, vers un casque qui est de plus en plus petit, de plus en plus léger, de plus en plus autonome. Et c'est voilà, la vision qu'on a eue toujours depuis 2016, quand on s'est lancé avec ce premier casque, le Vive original, qui était un produit grand public à la base, qui très vite s'est fait sentir voilà, au niveau des usages commerciaux. On a lancé le grand frère, le Vive Pro. Et voilà, cette série-là, Vive Pro, existe toujours avec aujourd'hui le Vive Pro 2, qui est notre produit phare sur la partie PCVR, donc les casques dont tu parlais tout à l'heure avec besoin d'avoir un gros PC, les Lighthouse, peu de câbles un peu partout, mais une qualité d'immersion qui est complètement inégalée sur les autres technologies. Et puis, ben, gentiment, on a évolué vers des usages entreprises, avec aujourd'hui une distinction claire entre des casques PCVR et des casques autonomes, et je pense que c'est là-dessus qu'on va parler. C'est exactement, c'est sur ce point-là. Pour moi, c'est la découverte. Ça a été mes premières heures passées à l'intérieur des casques. Il fallait un bon PC, etc. Mais c'était d'une qualité assez dingue. Aujourd'hui, ça tend à être également retrouvé vers la partie autonome, et on voit qu'il y a des acteurs comme Meta qui tirent forcément une grosse partie du marché. Sûr, Pico, que je l'ai évoqué, qui se prend les pieds dans le tapis, Sony, qui fait des communications un peu étranges, alors peut-être sans te demander ton avis là-dessus, sauf si tu veux le partager, mais en tout cas, vous en êtes où, vous, justement, sur ce côté hardware, autonome, grand public ? Alors, on a un cas sur la table ici que tu as pu essayer, donc c'est le Vive XR Elite. On est parti, nous, sur les sujets autonomes avec l'entreprise à la base, avec le premier casque de la famille qui était le Vive Focus. On a voulu, si tu veux, passer beaucoup de temps à affiner l'expérience utilisateur, affiner le design, arriver avec quelque chose qui soit différent des autres casques qui sont sur le marché, qui se ressemblent tous à peu près. Nous, on a voulu jouer sur la partie modularité du casque, donc tu peux l'utiliser comme un casque intégral ou comme une petite paire de lunettes qui est beaucoup plus fine
fine, beaucoup plus agréable à porter en fonction des usages. C'est pas un usage qui correspond à tout le monde. Ouais. Mais on part aussi du postulat de base qu'il n'y a pas un casque qui va répondre à tous les besoins, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit au niveau du grand public. Donc on a misé sur la modularité, avec un châssis très robuste, sur lequel on va pouvoir l'utiliser en intégrale ou en lunettes, l'utiliser connecté à un PC, alors soit avec un câble, soit en Wi-Fi, ou alors utiliser la capacité de processing avec le CPU, la carte graphique qui sont intégrés dans le casque. C'est du Qualcomm XR2. C'est du Qualcomm XR2 voilà, de première génération, mais sur lequel on a fait un travail, parce qu'il ne faut aussi pas oublier qu'on a un historique d'intégration de chipsets avec l'ADN qu'on a au niveau des smartphones, qui nous permet de faire des choses de gestion de la chaleur, intégration de ventilateurs, etc. Tout pour optimiser un chipset et vraiment l'exploiter au maximum de ses capacités. On n'a pas forcément besoin de toujours avoir le dernier cri. Par contre, nous, on mise plus sur avoir une intégration hyper clean d'un chip qui a fait ses preuves, qui marche très bien, qui est designé spécialement pour le spatial computing, mais on va faire tout un certain nombre d'agrémentations autour pour s'assurer de performance optimale. Le deuxième point qui est important pour nous, c'est le côté inclusif. On veut qu'aujourd'hui, les gens qui portent des lunettes, les gens qui ont des problèmes de vision, les gens qui portent un couvre-chef, puissent accéder à ces casques-là. Donc on a pris le parti de dire, on va enlever le gros strap, on va mettre des dioptries indépendantes sur chacune des lentilles. Vous êtes encore les seuls, je pense. On est, à ma connaissance, on est les seuls à faire ça, pour pouvoir justement rendre ces expériences accessibles à un maximum de gens possible. Alors encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement ça ne couvre pas tout le spectre, mais on est quand même aujourd'hui reconnu pour ces efforts-là, et voilà, qui payent d'une certaine manière. Alors il y a un impact financier sur vos produits, on ne va pas se le mentir ici, c'est pas parmi les plus abordables vos casques, clairement. C'est quelque chose de toute façon, je pense que vous l'assumez, parce que vous avez d'autres spécificités. Peut-être que ceux qui nous regardent ne le savent pas, mais par exemple quand Meta sort un casque, c'est des casques qu'on dit un peu entre guillemets financés. Est-ce que aujourd'hui le modèle que vous avez choisi est le bon, ou comment tu le justifierais, comment tu vois la chose? Le bon, pas le bon, c'est chacun voit un petit peu midi à sa porte. Nous, la stratégie, ça a été de se dire, on vient du monde de l'ODM pur, donc on est un constructeur à la base, on travaille avec du hardware, on travaille avec des composants. Donc il y a une addition qui est présentée à la fin qui finalement le coût de revient du casque. À ça, il faut ajouter les coûts de R&D, les coûts de développement, donc les coûts de marketing. Quand on voit la quantité de technologie qu'il y a dans un casque, je vous invite à des auditeurs, tes viewers. Oui, mes viewers. Alors, allez regarder sur internet, il y a toute une série de vidéos où en fait on explose le casque. Quand tu vois tout ce qu'il y a dedans, tu dis c'est pas possible d'arriver à un prix sans subvention qui soit aussi bas. Il y a aussi pas mal d'articles aujourd'hui qui te montrent le prix de la BOM, donc vraiment le coût juste des composants, d'un Quest 3, d'un Apple Vision Pro. C'est de l'estimation basée sur des infos recueillies un petit peu à droite à gauche. Et globalement, les gens comprennent très vite qu'il y a le monde du social media, de la pub, qui vient sur le marché de l'immersif pour justement créer cette nouvelle génération de réseaux sociaux et d'interactions entre les gens par l'intermédiaire d'un casque. Donc ils peuvent se permettre, par l'intermédiaire d'une recette savante de marketing, de données privées, utilisateurs, etc., de recouper un petit peu l'investissement, donc de vendre en subventionnant le casque. Nous, on ne fait pas du tout ça, parce que nous, on ne collecte absolument aucune donnée de l'utilisateur. Et on vient d'un monde qui est complètement différent, encore une fois, de l'ODM traditionnel. En face de nous, il y a du géant américain ou chinois qui est plus orienté réseau social, marketing, pub, avec Meta et avec TikTok. C'est là où je voulais effectivement un peu attirer également la sensibilité, en tout cas interpeller l'audience. Et voilà, c'est que vous avez cette force, et c'est souvent aussi ce qui vous aide à pousser certaines portes des entreprises et certains secteurs d'activité. Mais on va y revenir après sur cette partie pro. J'imagine que vous êtes de toute façon, même si on vous voit un peu moins sur le devant de la scène, sur ces usages de gaming autonome, etc., qu'on a peut-être un peu moins la perception que vous êtes là. J'imagine que c'est un secteur que vous continuez de surveiller. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais déjà nous partager sur peut-être une prochaine génération, des choses qui iraient chercher cette puce? C'est trop tôt, c'est trop confidentiel. C'est un peu tôt. Mais alors je vais juste être un peu plus clair, quelle est aujourd'hui les collaborations, ou quels sont les liens aujourd'hui de HTC avec les éditeurs? On sait que c'est compliqué de trouver du bon AAA, même quand Meta passe des commandes à Ubisoft pour avoir un Assassin's Creed, on voit que la réalisation est, de mon point de vue en tout cas, très imparfaite. Certains disent, en VR, les joueurs doivent se contenter de choses que les acteurs du monde de la console, je fais un peu long, mais c'est pour essayer
on se dise, en fait, si c'est ça la VR, j'en veux pas. Donc, quels sont vos liens, sachant que vous avez Vive, donc le Viveport. Ouais. Voilà, donc, essayez de regrouper cette partie peut-être liée cette fois-ci au-delà du hardware, liée vos interactions que vous avez avec le studio. Question très intéressante, puisque les gens ont tendance à se dire la VR, c'est le contenu. Après, le casque, tous les casques se valent plus ou moins. D'une certaine manière, c'est vrai, on n'a pas tous la même philosophie et la même approche, mais le contenu est roi. Aujourd'hui, il y a la plateforme principale qui est Steam VR pour tout ce qui est jeu sur PC et donc l'extrapolation, c'est PC VR. Nous, on a toujours une autre store qui s'appelle Viveport. On a annoncé à GDC la semaine dernière qu'on a un nouveau revenu split, donc on donne 90% aux développeurs et nous on prend que 10%, ce qui est c'est jamais vu dans le monde de l'édition et du contenu. Ça, je vais un peu te solliciter là-dessus. Ça, très objectivement, c'est pour conquérir un peu le cœur des développeurs, parce qu'aujourd'hui, ils sont vraiment focus sur on développe nos jeux pour méta, et puis on se retrouve avec des portages de titres, par exemple, sur le PSVR 2, ou est-ce que c'est... Voilà, l'intention est peut-être un peu autre. C'est effectivement d'aller assez large, motiver les développeurs qui développent sur des plateformes concurrentes à venir chez nous, parce que certes, on ne va pas se cacher, les volumes de vente aujourd'hui sont plus faibles. Un méta aujourd'hui, ça écrase le marché. Mais c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel on aimerait, en tout cas l'écosystème VR a envie de s'extraire un peu pour donner sa chance à d'autres plateformes. Parce qu'une plateforme qui tourne aujourd'hui, il n'y a pas de garantie que ce soit la plateforme qui tournera demain. Que ça convienne à tout le monde. Moi, exactement. Dans mon audience, j'ai des gens qui me disent moi, méta, j'en veux pas. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il y a cette volonté-là. Et puis, il y a aussi cette volonté de faire venir d'autres types de contenus au grand public. On en parlait tout à l'heure en buvant notre petit café. La VR, c'est pas que du gaming, c'est pas que du FPS, c'est pas que du zombie, c'est de la culture, c'est du bien-être, c'est du voyage, c'est des contenus pour tout le monde de 10 à 77 ans. De là, il faut partir du principe que ça peut pas être juste du jeu. Donc on parlait de jeu, il y a un gros côté éducatif. Appréhension de l'espace en 3D, on parlait de Fantastic Contraption, comment dans un environnement complètement vide, on prend la mesure de connecter des tuyaux en 3D et de voir comment l'eau coule. C'est des choses qui sont absolument fascinantes. Et ça, je crois que c'était 2017, 2016-2017, je pense. C'était complètement dingue, c'était extrêmement palpable, c'était ultra immersif, c'était top. Et tu vas nous partager d'autres projets. Est-ce que, donc je t'ai un peu interrompu dans cette logique Viveport, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter là-dessus? Non, Viveport, nous ça reste... Viveport, c'est notre store grand public. On a aussi un store qui est dédié entreprise. On ne veut pas aujourd'hui que quelqu'un qui mette un casque de réalité virtuelle HTC, Vive, dans un contexte commercial, se retrouve sur Viveport où il va pouvoir aller télécharger les jeux. Les équipes ne veulent pas de ça. Donc on a un spin-off qui s'appelle Vive Business App Store, et ça c'est du contenu qui est dédié entreprise, qui incite aussi les gens à faire de plus en plus de solutions sur étagère pour, encore une fois, casser un petit peu les codes et faire comprendre au monde de l'entreprise qu'il n'y a pas forcément besoin d'investir dans du contenu qui soit complètement personnalisé. Il y a des choses qui existent sur étagère, sur tout ce qui est formation, soft skills, et des choses qui ne sont pas forcément spécifiques à une industrie en particulier, auxquelles les gens devraient pouvoir avoir accès. Ils mettent le casque et par l'intermédiaire de consoles entreprises, arriver à mettre ces contenus-là à leur disposition. Thomas, Meta met énormément d'argent avec Reality Labs, 21 milliards en 18 mois, c'est considérable, ça forcément ça donne lieu aussi à des papiers échos, on voit bien aussi que tout le monde ne comprend pas exactement certaines des stratégies. Le Metaverse sur le monde du grand public, forcément ça a un peu fait un four, ça continue sur le professionnel, mais on va y revenir. Quels sont vos projets et vos moyens autour de tout ça? Alors nous, on se diversifie aussi. Le casque, c'est reste la partie visible de l'iceberg. Mais nos investissements vont aussi sur des plateformes de spatial computing. Et on n'a pas démarré hier, ça fait des années qu'on fait ça. On a une plateforme qui aujourd'hui s'appelle Viverse et qui permet justement d'avoir ces solutions de métaverse-là, mais plutôt spécialisées sur la partie industrielle. Il y a d'autres sujets sur lesquels on investit. On a une division qui s'appelle Vive Arts,
et qui promeut justement et qui coproduit des titres sur conservation de l'héritage. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'expo à Orsay sur les 150 ans de l'impressionnisme, qui contient une expédition immersive en réalité virtuelle de 45 minutes qui est absolument phénoménale. Et c'est ce genre d'expérience-là en lesquelles nous on croit aujourd'hui, des expériences qui sont des expériences grand public, mais que l'utilisateur final ne consomme pas depuis son canapé, chez lui, tout seul. C'est aller créer ensemble des souvenirs réels d'une expérience complètement fictive finalement, qui n'a jamais vraiment existé et par laquelle on va pouvoir voyager dans le temps, voyager dans l'espace. Et voilà, ça c'est des choses qui nous font vibrer. On investit sur ces sujets-là. On investit aussi sur la raison pour laquelle on était parti sur la réalité virtuelle en 2016, tout ce qui est réseau, connectivité. Et donc aujourd'hui, on vend des solutions de réseau privé 5G. Ok. Voilà, donc ça c'est une business unit à part entière chez HTC. Et voilà, c'est les pôles en gros. Donc tu as la partie hardware avec Vive, tu as la partie spatial computing avec Viverse, et tu as la partie connectivité 5G avec notre entité qui s'appelle G-Rines. Vive XR Elite aujourd'hui donc va rester encore un moment votre casque plus grand public qui en plus au moment où on se parle a accessoirement une petite remise non négligeable de 400 €, 400 $, 400 €. 400 bon, voilà, Tu sais combien de temps ça va durer encore? Ça risque de durer jusqu'à mi-avril. Pas forcément sur Amazon, mais globalement, voilà, en France, il y aura forcément un revendeur qui l'aura à ce prix-là jusqu'à mi-avril. Okay. Thomas, tu nous confirmes qu'en fait HTC, du coup, le B2C, le fameux usage grand public, vous l'avez quand même encore bien en ligne de mire et que vous surveillez encore bien cette activité. Oui, parce qu'on parle beaucoup des XR Elite, on ne parle pas beaucoup du Pro 2. Et le Pro 2, c'est vrai que c'est un produit qui continue à vraiment bien marcher, puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut du gaming avancé, qui a investi dans une librairie de jeux sur Steam VR, qui a un PC avec la dernière carte graphique qui va bien, qui a son petit setup chez lui avec les base stations et tout ça, il y a vraiment un casque qui fait le job et c'est le Pro 2 et on le voit, nos chiffres de vente sont très très bons sur le Pro 2 qui est un produit qui est là depuis un peu plus de 2 ans et demi déjà. Ok. Donc c'est un produit qui continue à très bien tourner. Ok, très bien. Une dernière question, et puis on va enchaîner sur la partie professionnelle, puisque tu as déjà commencé à nous parler de ces expériences au musée d'Orsay, où tu m'as montré des photos impressionnantes, cette soixantaine de casques peut-être. Donc, c'est à la louche, 60. Alors, est-ce que tu es joueur? Est-ce que tu es gamer, que ce soit VR ou flat, comme on dit? Non, pas spécialement, non. Donc, donc du coup, ma question va peut-être un peu tomber à l'eau. La difficulté, pour tout te dire, c'est que lorsqu'on discute un peu avec nos communautés, toujours l'impression qu'elles sont un peu en attente. Tu vois, en attente vraiment du triple A qui va venir tracter le truc. Il y a des Resident Evil de temps en temps qui sortent, il y a des petites choses, des Asgard's Wrath. Alors, je te parle de trucs qui sont financés par Meta, mais est-ce que tes contacts avec l'industrie et les studios te tentent à penser qu'on va quand même vers du mieux ou que ce truc-là va rester une niche pour un moment encore? Moi, je suis persuadé qu'on va vers du mieux. On va surtout vers du mieux dans tout ce qui s'appelle Free Roam VR. D'accord. Donc, encore une fois, il faut bien différencier l'aspect gaming solo chez soi à je vais dans une salle d'arcade VR. Tu as vu Eva Sport, tu vas voir Orsay. Il y a un paquet d'expériences aujourd'hui qui sont absolument fascinantes. En 2 minutes, on oublie complètement l'environnement physique dans lequel on est et on est pris au jeu. L'adrénaline monte, on peut se déplacer très vite sans avoir à se soucier de la gestion de l'espace. Et en fait, ça, c'est la technologie qu'on a bâtie surtout pour supporter le casque Focus 3, qui est le casque qui est le plus déployé au niveau casque autonome dans les usages commerciaux. L'expérience, elle est absolument fascinante. Il y a des boîtes comme Zero Latency, comme HoloGate, comme Phenomena VR, comme The Park Playground, je pourrais t'en lister une palanquée, qui misent tous sur de l'usage grand public, mais dans des salles dédiées. Parce qu'au final, ce qui fait quand même le côté immersif de la VR, c'est la possibilité de se déplacer et la possibilité d'utiliser des objets réels. Et c'est ça justement que ces salles et que ces nouvelles expériences offrent aux utilisateurs. Et tu vois, tu regardes. Oui, après, on a de très bons titres, très bons titres par ailleurs en autonome et qu'on peut trouver bien sûr. Ou en PC VR. Ça se complète. Bien sûr. Ça se complète. Et puis surtout, c'est aller dans ces complexes-là. En tout cas, on sait pourquoi on se déplace. On va vivre quelque chose d'assez inédit. Ça, c'est l'un des usages B2B2C, comme ça qu'on les appelle. Comment vos partenariats professionnels se retrouvent dans le monde du grand public. Et donc, tu as déjà commencé à me teaser sur cette expérience au musée d'Orsay. Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, que les gens se rendent bien compte qu'il faut y aller? Oui, il faut y aller, ouais. C'est là que je regarde la caméra, il faut impérativement y aller. Le musée d'Orsay, c'est une institution culturelle française absolument incontournable, qui avait déjà misé sur l'immersif depuis quelques années, qui récemment a ajouté de l'immersif à l'expo Van Gogh, qui était vraiment top avec le XR Elite. Aujourd'hui, il le passe à un cran supérieur avec justement du free roaming. Ouais. Donc on prend un ticket tous les deux, on y va tous les deux, 3, 4, et on va dans cette grande salle. Donc le musée d'Orsay a vidé une salle dans le musée, on ne parle pas d'une annexe. Okay. Là, on enlève les œuvres, on met marquage pour nos casques Focus 3 et on se retrouve donc à passer une soirée avec les impressionnistes dans un appartement où à l'époque, en 1874, parce que ça fait 150 ans, ces peintres absolument, c'est des génies qui s'étaient fait jeter en gros du salon, qui était un peu l'autorité qui allait décider si ta peinture est bonne ou pas. À l'époque, il y avait des codes, il ne fallait pas de paysage, ça ne rentrait pas dans ces codes-là. Donc ils se sont fait jeter, ils se sont retrouvés à 5 ou 6, et ils se sont dit, nous on va lancer notre expo un peu clandestine, et c'est comme ça que les impressionnistes sont nés. Et en fait, tu passes 45 minutes à t'imprégner de cette atmosphère, à comprendre comment le mouvement est né, à suivre un guide. Parce que ça t'est raconté en fait, c'est vraiment, tu as à la fois les œuvres et tu as à la fois l'audio guide. Okay, tu es témoin, tu entends Monet qui parle à Pissarro, qui s'explique, non mais c'est complètement dingue. Ça dure 45 minutes, il n'y a pas de sac à dos. Hier soir, j'ai vu, donc c'était la soirée d'ouverture, ça touche un public hyper large, tous animés par cette envie justement d'arriver à en comprendre un peu plus, parce qu'on ne comprend pas tout forcément bien quand on lit les livres ou quand on regarde des reportages à la télé. Ou quand, voilà. Donc ça, c'est vraiment, on est témoin d'un épisode historique qui s'est passé. Et en plus de ça, il y a le côté, voilà, on va te montrer comment cette peinture-là est partie, de quoi on est parti pour arriver à ça. Il y a une scène magnifique de soleil levant sur le port du Havre. Il te montre... Tu te retrouves sur le port du Havre avec le peintre, tu vois la scène en vrai, tu vois comment en fait il la réplique, c'est dingue, ça me donne des frissons à chaque fois que j'en parle. Mais oui, c'est pour ça que je voulais te solliciter là-dessus, tu as même les yeux qui brillent. Non, mais c'est vraiment des expériences qui sont magiques, et nous chez HTC en fait on croit justement à la technologie pour un monde meilleur, et ça c'est vraiment quelque chose, voilà, ça a déjà fait ses preuves, et c'est en croissance, c'est ici. Cette société-là qui est de production, qui est derrière tout ça, voilà, ils avaient déjà touché à Notre-Dame, ils ont mis en avant Khéops, le gîte ancienne, les mondes disparus au Jardin des Plantes. Et c'est des expos qui tournent, ça commence à partir dans le monde. Ils sont lancés à Montréal, ils sont en Chine. Et surtout que ça se renouvelle. C'est-à-dire que si disent, OK, l'accueil et la fréquentation est suffisamment important pour qu'aujourd'hui un musée comme celui d'Orsay vide une salle et propose ce genre de choses. On ne va pas aller plus dans le détail, parce que voilà, c'est ça, il faut y aller. Surtout, tu as une énorme liberté de mouvement, parce qu'il n'y a plus ces sacs à dos. Et le Focus 3, c'est vraiment un casque qui a marqué tout le monde de ce qu'on appelle location-based. Donc, que ce soit à la base des expériences comme ça, donc B2B2C, donc du grand public qui va voir consommer de l'art, de la culture ou du jeu vidéo. Et en fait, ces solutions qu'on a déployées pour eux sont aujourd'hui maintenant demandées dans le monde de l'entreprise pour faire la formation. Et on va former des soldats, on va former des pompiers, on va former des médecins, on va former... voilà, donc c'est vraiment le côté, là où nous on se différencie, c'est le côté collaboratif, en nombre, parce que comme tu as vu sur la photo, on peut être vraiment très nombreux sur le système. Combien vous avez de casques d'ailleurs au musée d'Orsay, tu sais combien vous avez mis de casques? Il y a une centaine peut-être? Il y a un peu plus d'une centaine de casques, mais il n'y aura pas 100 casques actifs, parce que voilà, il faut composer avec l'espace aussi. Puis il faut arriver à faire les rotations, parce que ça tourne, c'est en flux continu. Toutes les 5 minutes, on fait partir un groupe de... Enfin, ils font partir un groupe de 4-5. D'ailleurs, c'est des casques, quand je le disais tout à l'heure, c'est des casques qui sont faits exclusivement pour l'usage d'entreprise. Par exemple, sur celui-là, pour la première fois, on a une batterie qui est interchangeable. Donc là, tu finis ton expo, je récupère le casque, j'ai des masques qui sont magnétiques, donc facile à enlever, facile à partager, facile à nettoyer, facile à recharger. Donc le casque, c'est un peu le pit stop comme en Formule 1. C'est ça. Tu arrives, tu me le rends, clac, 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 batterie, chargée, c'est reparti, et hop. Et en 1 minute, le casque est reparti pour un cycle de 2 heures. Oui. Tu as commencé à évoquer ces pompiers, ce genre de choses. Et tu as partagé en préambule avec moi certains points très importants. Sur certains des usages, comme celui des pompiers. Je veux bien que tu me repartages un peu. Pompiers, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que c'est une société australienne qui s'appelle Flame Systems, et c'est des gens qui, à la base, sont du métier. En fait, c'est ça qui est hallucinant sur toutes ces applications métiers-là, c'est qu'elles sont très très bien réalisées.
surtout quand c'est des gens qui viennent du métier, qui comprennent les contraintes opérationnelles, qui comprennent les contraintes de coûts, financières, etc. Et en plus de ça, il se trouve que la personne qui est derrière cette boîte-là est docteur en haptics. Ok. Et donc, eux, leur principe, c'était pas de se dire, on va juste prendre un casque, un contrôleur, et on va apprendre à éteindre un feu comme dans un jeu vidéo. On va vraiment faire une intégration totale pour avoir tous tes sens en alerte. À partir du moment où tu te mets dans le casque, tu te retrouves face à un feu, tu vas pas sur site, tu brûles pas, il n'y a pas d'immobilisation de voitures, d'immeubles, machin. D'un point de vue environnemental, c'est quand même un système de flemme comme ça, là, c'est 20 millions de litres d'eau par an qui ne sont pas gâchés pour éteindre un feu qu'on a allumé pour apprendre à l'éteindre. Il y a 27 tonnes de gaz à effet de serre aussi qui ne partent pas pour chaque système qui est utilisé à peu près 2000 heures par an. Ce qui est fou aussi avec ces systèmes-là, c'est que tu peux reproduire absolument n'importe quel scénario. On parlait tout à l'heure de reproduction de la physique, de la fumée, des éléments, qu'est-ce qui se passe s'il y a un petit peu de vent, voilà, tout ça, on peut le modéliser en réalité virtuelle, et surtout les situations les plus dangereuses auxquelles les pompiers en formation n'auront jamais affaire sur le terrain, parce que trop dangereux et donc un risque trop élevé qui pourrait être fatal. Ça, en réalité virtuelle, il n'y a pas de souci. On va le simuler, le risque, et on va prendre des mesures de capteurs, de eye tracking, mesures de temps de réponse, voilà, tout ce qui est... Tu m'as même dit, il y a simulation de chaleur également. Voilà, simulation de chaleur. On se rapproche des flammes, c'est pas juste on voit les flammes plus grosses, on sent la chaleur parce qu'ils ont ce heat suit là qui permet qui est complètement intégré. Et après, ce qui fait que l'expérience, elle est complètement dingue, et surtout, très vite, les pompiers se croient qu'ils sont face à un feu réel. Il y a un tuyau, et quand on ouvre le tuyau, comme je te disais tout à l'heure, tu ne peux pas juste être là en mode j'arrose mon jardin. Il y a un retour de force du tuyau, donc ça c'est l'intégration du haptique. Et derrière, j'ai une poulie qui me tire, et si je ne suis pas en appui sur mes jambes et avec la bonne position, au bout de 30 secondes, je me retrouve contre le mur et le feu a progressé. Alors que là, je vais être face au feu et je vais pouvoir avancer avec... Tu transpires, hein. Voilà. Sauf que c'est faux. Mais c'est tellement vrai que les pompiers sont beaucoup plus aptes à gérer n'importe quelle situation quand ils y sont exposés dans la vraie vie, quoi. Tu as évoqué la pandémie, enfin, tout ce qui s'en est suivi avec un peu les confinements, etc., qui a été l'un des éléments déclencheurs, notamment du télétravail et puis de solutions comme celle-ci. Il y a un autre événement qui a eu lieu Laisse-moi deviner. Voilà, Apple Vision Pro. Comment vous avez accueilli ça, peut-être sous ton titre de Vice President chez HTC, peut-être à titre perso aussi. Est-ce que, encore une fois, Apple, alors c'est moi qui te le dis, mais qui débarque avec un truc qui, sur le papier, m'a pas rendu complètement extatique. Je reconnais la performance technique, etc. Mais en étant déjà un petit peu sensible à la chose, je me suis dit, bon, ok, ils prennent un truc, ils améliorent. Et puis, les rédactions françaises sont prêtes à traverser l'Atlantique pour parler d'un truc à 3 500 $ hors taxe, qui n'est pas dispo chez nous, qui demande des manipulations, enfin, qui est tout sauf grand public. Et que, voilà, bon, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé Pro. Exactement, mais tu vois, c'est quand même un truc... Bon, bref, ça a donné lieu à un engouement que je ne partage pas spécialement. Mais ça, c'est mon point de vue. On sait que Apple a cette capacité, justement, à mettre en lumière, à pointer les projecteurs sur une techno. Et c'est ça, nous, qui nous intéresse le plus, parce que ils ont cette capacité à raconter des histoires, à transmettre des messages, à inspirer et à faire rêver les gens, qu'aucune autre boîte n'a, soyons clairs. Vous avez dû être frustré, comme Qualcomm l'a été, quand Apple fait sa conférence et qu'ils appellent ça Spatial Computing, alors que chez vous, comme chez Qualcomm, ça faisait déjà des années que vous en parliez. Tu sais, c'est quand même ultra frustrant. La différence, c'est que on n'en est pas à notre coup d'essai. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'à l'époque du smartphone, c'est la même chose. Sur un HTC One, on lance la galerie animée de photos. Là. On communique un peu dessus, mais bon, voilà, on fait ce qu'on a à faire, on avance. Puis 3 ans après, Apple révolutionne le monde de la galerie animée. Donc, si tu veux, on savait. Nous, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est une énorme validation de la techno. Ça valide les choix qu'on a fait depuis 2016. Ça valide le fait qu'on est parti sur le bon chemin. Je ne l'ai pas essayé.
j'ai pas envie de l'essayer comme ça à l'arrache. Je le ferai vivre en un peu temps avec. voulu. C'est extrêmement... Voilà, dans un contexte maîtrisé, avec toute l'expérience bout en bout. Parce que je pense qu'il y a quand même une expérience bout en bout qui fait partie de leur narrative. Ouais. Et ce ne serait pas leur donner, faire justice en tout cas au produit, que de dire tiens, moi, j'ai pris celui de mon pote, je l'ai mis, je trouve que c'est pas. Ah oui, non, il faut. On a vu de tout et n'importe quoi, donc moi je veux le faire bien. Par contre, je sais quand même globalement à quoi m'attendre. C'est-à-dire, je m'attends à être bluffé par la résolution de l'écran. Maintenant, potentiellement, on peut tous faire ça. Si demain, tu me demandes de mettre 12 cadres, on le fera. Par contre, je vais te demander 5 000 $. Voilà, où est le juste positionnement entre la résolution, les specs? Comme tu vois, on ne parle plus de specs aujourd'hui. On parlait du XR8, on parle pas de specs. On parle de comment ces casques-là sont designés pour activer des expériences nouvelles. Ils se heurtent, Apple, au même problème auquel on s'est tous heurtés, nous en 2016, les autres qui sont un peu plus tard, c'est pas facile de faire un casque qui soit ergonomique, donc c'est surtout le confort. Combien de temps tu peux rester dans le casque sans commencer à sentir de la pression au niveau du cou, de la sécheresse au niveau des yeux, un choix de matériaux qui est quand même entre du verre et du métal. C'est lourd, hein. On passe tous par des phases où c'est un peu compliqué. Ils ont voulu travailler avec une pièce de verre incurvée. C'est des challenges et des prouesses technologiques à la fois. Donc là-dessus, moi, je n'ai pas forcément de commentaires à faire, mais c'est plus se dire, voilà, il y a un acteur de plus, il y a un acteur qui fait beaucoup parler. C'est vrai qu'il y a une hype qui est montée très vite, mais je trouve qu'il est quand même redescendu, pas aussi vite qu'elle est montée, mais là, on en parle quand même beaucoup moins. Et nous, à Barcelone, on s'en est rendu compte cette année, on ne lançait pas de nouveaux produits, on ne lançait pas de nouveaux casques à MWC. Oui. Par contre, c'était juste après donc, le lancement du Vision Pro. Et en fait, on a eu un nombre de conversations hyper intéressantes de gens qui sont venus sur notre stand, qui n'avaient jamais nécessairement entendu parler de réalité virtuelle ou d'immersif auparavant, ou qui n'avaient pas fait attention parce que tant qu'Apple n'en parle pas, en gros, on est hermétique. Et là, ils viennent, et en fait, nos démos étaient faites pour leur montrer qu'aujourd'hui, ce à quoi l'utilisateur d'un Apple Vision Pro peut aspirer, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, ça fonctionne, on a des cas d'usage réels, et quelle que soit l'industrie, parce qu'encore une fois, Vision Pro, donc nous, on prend plutôt le côté pro et on les emmène plutôt sur le côté B2B, quel que soit le sujet ou l'industrie sur laquelle on veut partir, on a des exemples, on a des cas d'usage, on a des case studies, voilà. Et ça a été des discussions hyper enrichissantes. Et qui ont donné naissance d'ailleurs à il y a pas mal de suivi avec des gens du grand compte, les agences gouvernementales, avec lesquelles on avait déjà nos relations, parce que être taïwanais, c'est un avantage, et être autosuffisant, si tu veux, sur la production des casques, ça d'un point de vue géopolitique, c'est une position quand même de force aujourd'hui. Deuxièmement, ne pas venir du monde de je prends ta donnée pour la revendre et récupérer de l'argent là-dessus, ça c'est un atout majeur. Et puis après, nous, je finirai là-dessus, c'est notre obsession pour la sécurité. Encore une fois, pour être pertinent dans le monde de l'entreprise, il faut être compliant avec tout un paquet de règles, de certification ISO, de GDPR, toutes ces choses-là. Mais pour nous, ça c'est évidemment, c'est donné, quoi. Voilà, c'est une évidence. Puis constamment aussi être à l'écoute des régulations et des certifications auxquelles certaines industries sont sensibles. Dans le médical, par exemple, sur la façon dont on gère les données patients, des données sensibles d'un patient. Il y a de la certification ISO pour ça. Et donc nos plateformes, on applique, et avec diligence, on arrive à faire preuve et à montrer à nos partenaires qu'on est un acteur non seulement très sérieux, qui est là depuis très longtemps. Thomas, dernière question pour terminer. Encore une grande vidéo sur la chaîne, c'est bien. Moi, j'ai envie de vous voir revenir. On a parlé du grand public, du pro. J'ai envie de vous voir revenir sur ce marché du grand public. Je m'en veux pas, mais moi, c'est comme ça que je le vis. Pour moi, vous avez un peu déserté, disparu, et pourtant vous êtes là. Et surtout, vous avez un truc qu'implicitement, déjà, tu as évoqué au travers de vos différents usages. C'est votre capacité aujourd'hui à fournir des capteurs. On en a quelques-uns là sur la table. On a également le truc pour le visage. Je ne sais pas si c'est le face tracking. Je disais ces capteurs pour enrichir l'expérience, cette fois-ci également grand public. On n'est pas sur de l'intelligence artificielle qui va interpréter comment tu bouges les bras. Si ça se trouve, ça demain c'est caduque, parce qu'on arrivera à faire d'autres choses avec, la même chose avec d'autres interprétations, et qui seraient software. Mais du coup, j'ai un peu envie de te dire que j'ai envie de vous voir revenir, et quel est pour toi le casque un peu idéal, et quand est-ce que on peut espérer revoir un HTC qui surveille peut-être un peu ce marché du grand public, et de manière pragmatique, vous êtes chez les pros parce que vous n'avez pas 21 milliards de dollars à mettre tous les 18 mois. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais...
on ne dépense clairement pas autant. Par Ouais. contre, nos investissements recherche, développement, ils vont sur des sujets où on a une audience qui est captive tout de suite. Ouais. Et c'est vrai que c'est le marché de l'entreprise pour nous aujourd'hui. Maintenant, sur le grand public, tu l'as vu, le XR Elite, il est là. Régulièrement, on fait des campagnes, on promeut le casque. On est en train de l'améliorer aussi parce qu'on a aussi une grande capacité d'écoute, nous, chez HTC. Moi, quand j'ai rejoint HTC en 2010, on avait cette petite icône, la Customer at the Center. Et ça, pour moi, on ne l'a jamais perdu. C'est-à-dire qu'on fait tous, on design tous des produits, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Quand ça marche moins bien, il faut savoir aussi le reconnaître et écouter ce que le marché a à nous dire. Et sur celui-là, en l'occurrence, je te disais, on a enlevé le gros strap. Et ben finalement, on offre une solution maintenant à l'utilisateur final à partir du mois prochain ou d'ici en tout cas le début de l'été, avec un strap optionnel qui va permettre encore une meilleure répartition du poids. Parce que le feedback qui nous a été fait, par exemple, c'est que sur des usages prolongés, la pression devant et derrière, elle se fait un petit peu ressentir. Donc voilà, ça, on écoute. On n'est pas en mode non, vous avez tort, vous n'avez pas utilisé. Moi, typiquement, là-dessus, j'aurais bien aimé, tu vois, que les branches soient ajustables, parce que je trouve que la mise en place quasi auto du casque, puis je l'utilise moi avec Immersed, et je te cache pas que moi, j'aurais aimé que le truc soit plus facile, plus modulable, et que je puisse juste pivoter ça de temps en temps, hop, pour jeter un petit coup d'œil sous le truc, voir si, sous le casque, et je trouve que c'est moins évident par ailleurs, mais je l'ai récupéré il y a pas très longtemps, je vais continuer de l'utiliser. Tu verras qu'il y a des petits accessoires sympas, il y a le gasket de réalité mixte, donc qui t'ouvre la périphérie, qui permet, si tu fais des choses comme du desktop virtuel par exemple, tu peux quand même voir ton clavier. Moi, l'objectif à terme, c'est d'avoir une intersection quasiment transparente entre le casque qui te permet de consommer ces expériences qui sont absolument fascinantes, tout ce contenu dont on a parlé, que ce soit Viveport, que ce soit les éditeurs qui font des solutions pour les salles d'arcade ou type musée, et puis les réseaux 5G qui vont finalement être le catalyste, parce qu'à partir du moment où on ne fait plus le rendu 3D sur le casque fait juste la partie tracking, et on stream en fait le contenu depuis le réseau, donc que ce soit un réseau privé, que ce soit un cloud public, ce qu'on veut, mais finalement on va pouvoir enlever. Alors on a toujours besoin du GPU pour faire du rendu, mais on va quand même enlever les composants un par un. Tu regardes ça par rapport au Vive original de 2016, on a perdu, en compacité, on a gagné, c'est hallucinant. On aurait dû avoir les deux sur la table pour comparer. Donc ça va continuer à être de plus en plus petit, mais pas juste parce que les composants vont être de plus en plus petits. Oui, les composants sont de plus en plus petits, mais on en demande encore plus. Donc finalement, ce n'est pas là-dessus qu'on va gagner. On va gagner quand on va pouvoir, dans le marché du grand public, s'affranchir de ces contraintes de composants en bougeant tout ça sur le cloud. Ça va venir. Et on y croit tellement, nous, qu'on a, comme je le répète, on a les réseaux 5G qui vont bien. Ces casques-là ne sont pas équipés d'une puce 5G. Par contre, dans les démos qu'on fait, on branche un petit dongle 5G sur le port USB-C à l'arrière. Ton casque devient 5G. Et là, tu te rends compte que tu as une qualité de rendu de PCVR, puisque finalement, c'est ça qui tourne derrière ton cloud, sur un casque autonome. Et demain, des eSIM, une carte eSIM intégrée. Voilà. Après, la question, c'est quand, d'où vient la demande, qui peut se committer sur des volumes comme ça, parce qu'il y a des coûts de recherche et développement qui sont quand même pas moindres. Mais en tout cas, nous, pour être cohérents avec la vision qu'on a, c'est l'intersection de toutes ces technologies avancées, donc de 5G. Peut-être que quand on y arrivera, ce sera de la 6G, on ne sait pas, mais de la 5G, des casques XR, du contenu de plus en plus avancé, mais aussi des efforts de portage d'une plateforme à l'autre grâce à OpenXR, qui sont de plus en plus réduits. Et puis nous on croit énormément à tout ce qui est standard open. Et on espère que grâce à ça, l'écosystème va continuer à grossir. Ça rejoint ce qui m'a par ailleurs été... Alors moi j'ai eu la chance d'aller au XR Lab Europe de Qualcomm, en préambule de l'annonce de la XR2 Gen 2, et clairement, eux, ils sont déjà sur l'étape d'après. Ils sont justement sur tout ce que tu évoques, qui du coup rentre même presque plus sur le form factor produit et fonctionnement des lunettes AR, avec les puces AR qui vont être intégrées, et ils se disent demain, la box opérateur deviendra provider de contenu. C'est-à-dire que j'arriverai à la maison, je mettrai ma paire de lunettes, et c'est pas mon téléviseur que j'allumerai, ça sera ma paire de lunettes, et je dirais lance-moi Netflix en réalité augmentée, lance-moi ma recette de cuisine. Et eux, ils sont vraiment déjà sur tout ce volet-là, et on conclut là-dessus, puisque c'est visiblement ton point, la ligne de mire en tout cas. Exactement. Avec, en attendant, encore une fois, j'insiste sur toute cette logique
trackers pour lesquels finalement vous êtes encore aujourd'hui les seuls à proposer cette expérience depuis très longtemps. On s'en parlait en préambule, mon expérience au CES avec le tracker au niveau de du pied, moi je le vivais comme un truc grand public et toi tu m'as dit en fait on a bossé avec des footballeurs dans les logiques de rééducation, etc. Exactement. Donc plein de projets. On peut continuer sur un autre sujet, tu me réinvites quand tu veux. En tout cas, c'est un plaisir absolu d'échanger avec toi. Merci beaucoup, merci Thomas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous l'avez vu sur la chaîne, encore une longue vidéo, mais voilà, c'est comme ça. Quand on aime l'info, on ne compte pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout ce que vous attendez peut-être vous comme prochain produit, qu'il soit d'ailleurs B2B, B2B2C, plutôt B2B, on va rester là-dessus, plutôt B2C, pardon. Produit pour vous, grand public, qu'est-ce que vous attendez de la part de HTC? Est-ce que vous avez essayé les dernières solutions, qu'elles soient comme celle-ci, le XR Elite, ou qu'elles soient dans des salles comme EVA? Si vous n'avez pas essayé, il faut essayer EVA, absolument. Moi, c'est l'un des meilleurs moments que j'ai passé. Et puis, je vais essayer d'aller du côté du musée d'Orsay. Donc, n'hésitez pas également. Merci encore beaucoup, Thomas. Merci, David. À bientôt. Au revoir. Ciao.